Alors les amis, j'aimerais revenir avec vous à froid sur l'affaire Dangote. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi, selon moi, l'argument qui est pour le fait que Dangote va avoir un monopole, c'est l'argument le plus plausible qui lui met en ce moment les bâtons dans les roues. Alors, pour être le plus neutre possible dans cette vidéo, on va d'abord analyser les arguments qui sont pour Dangote. Ensuite, on va parler des arguments qui sont contre sa raffinerie pour qu'à la fin, on ait une conclusion beaucoup plus objective. Mais cela n'enlève pas très clairement le fait qu'il y ait très certainement beaucoup d'autres arguments, que ce soit un marché extrêmement complexe, qui a notamment la mafia. Mais on va spécifiquement dans cette vidéo nous concentrer sur le fait qu'il va y avoir du monopole est vraiment quelque chose qui est difficile à avaler pour plusieurs entrepreneurs et milliardaires au Nigeria, et particulièrement peut-être même le président de la République du Nigeria, Tinubu. Alors en 2013, Aliko Dangote décide d'investir 9 milliards de dollars dans la raffinerie qui sera la plus grande jamais construite en Afrique. Alors le projet accuse beaucoup de retard, les coûts s'augmentent drastiquement et va lui coûter au final près de 20 milliards de dollars. Il faut dire que c'est une méga raffinerie avec une capacité de 650 000 barils par jour, un chiffre absolument extraordinaire. Le milliardaire souhaite tout simplement réduire la dépendance aux importations de carburant. Le Nigeria, malgré ses vastes réserves de pétrole, dépend encore fortement des importations pour satisfaire les besoins des produits raffinés. Alors, la raffinerie de Dangote a pour objectif donc, sur cette base, de changer cette dynamique en produisant localement les produits pétroliers raffinés. Cela permettra donc non seulement de diminuer les coûts liés aux importations, mais aussi de réduire la dépendance envers les marchés étrangers. Cela dit, raffiner le pétrole sur place est donc la meilleure option, sachant qu'un accord a déjà été signé avec la société nigériane qui gère le pétrole et celle-ci prévoit de lui livrer 300 000 barils par jour, ce qui va permettre à un pays comme le Nigeria d'être totalement indépendant au niveau énergétique, dont l'objectif de la raffinerie est également d'assurer l'autosuffisance énergétique et économique pour le Nigeria en produisant localement des carburants comme l'essence, le diesel et le kérosène. Cette initiative donc pourrait stabiliser les prix de carburant sur le marché intérieur et atténuer les effets de pénurie ou les hausses des prix sur les marchés mondiaux. En misant sur la production locale, le pays pourrait donc se projeter des fluctuations externes et renforcer son indépendance énergétique. La raffinerie ambitionne non seulement de répondre aux besoins internes, mais aussi d'exporter les excédents de produits pétroliers vers la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette stratégie vise donc à diversifier les sources de revenus du Nigeria qui repose actuellement trop sur les exportations de pétrole brut en élargissant son marché. Alors, le pays pourrait donc renforcer son économie et réduire sa vulnérabilité face aux fluctuations des prix du pétrole brut sur le marché international. La raffinerie est conçue pour dynamiser dans l'économie locale en créant des milliers d'emplois directs et indirects. En plus de cela, elle a pour but de favoriser le développement industriel en fournissant les matières premières à d'autres secteurs comme les produits pétrochimiques, les engrais. Et cette initiative pourrait non seulement améliorer les opportunités d'emploi, mais stimuler également l'industrie locale en créant un écosystème économique plus robuste et diversifié. La raffinerie inclut également la construction des pipelines et d'autres infrastructures de soutien qui contribuera donc à améliorer les capacités logistiques et technologiques du Nigeria en renforçant les infrastructures par là même. Et le projet aspire non seulement à améliorer le transport et la distribution des produits pétroliers, mais aussi à accroître le savoir-faire technique et les compétences dans le pays. De plus, en augmentant la production locale de carburant, Dangote vise à réduire les subventions sur le gouvernement qui représentent une charge financière significative pour le gouvernement nigérian. Et cette initiative pourrait donc alléger le fardeau budgétaire tout en favorisant une grande stabilité économique et énergétique sur le long terme. Donc, la question logique qu'on se pose maintenant, c'est quels sont les chiffres avant ce projet de raffinerie entre 2015 et 2021? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Nigeria a connu de fortes fluctuations importantes des prix de carburant. Alors certes, cela a été influencé par divers facteurs économiques et politiques,
interne et externe. Le prix de l'essence est passé de 87 naira, soit 259,10 francs par litre en 2015 à 225,65 francs en 2021, ce qui est une légère baisse à cause notamment des subventions que le gouvernement avait accordées. Pour ce fait, gardez à l'esprit que entre deux, le naira, la monnaie du Nigeria, a connu une forte dévaluation. Donc, le prix ne reflète pas vraiment la réalité du portefeuille des consommateurs. Donc, en 2015, non. Également, le prix du diesel, essentiel pour les industries et le transport des marchandises, a également subi de fortes fluctuations, notamment vendu à environ 160 naira, soit 476,88 francs par litre. En 2015, la suppression des subventions et la dévaluation de la monnaie locale a entraîné une augmentation des coûts. Donc, en 2016, le prix du diesel a atteint 200 naira, soit 373,90 francs par litre. Et les années suivantes, la tendance se voit à la hausse et finira par atteindre 312 naira, soit 426,36 francs par litre en 2021. Le prix du kérosène a également beaucoup fluctué entre 2015 et 2021. En 2015, 50 naira, soit 148,90 francs par litre. Cependant, la réduction des subventions également en 2016 a entraîné une augmentation du prix du kérosène jusqu'à 83 naira par litre. En 2021, le prix du kérosène a atteint ses sommets. Dans certaines régions, on pouvait vendre le litre à 400 naira, soit 546,41 francs par litre. Aujourd'hui, en 2024, les prix des carburants, c'est-à-dire essence, diesel, kérosène, coûtent respectivement 630 voire 700 naira, soit 264 francs par litre selon la région. Selon les régions, le diesel est actuellement vendu à environ 1403,96 naira, soit 530,72 francs par litre. Le prix du kérosène est d'environ 1450,35 naira, soit 548,26 francs CFA par litre. Alors voici un graphe qui vous présente de manière concrète l'évolution des prix. La raffinerie de Dangote est donc prête à jouer un rôle crucial pour répondre à ces volatilités des prix et aux coûts élevés associés aux dépendances du Nigeria au carburant raffiné importé. Mais sauf que quand on observe en fait le groupe Dangote, en juillet 2024, le ciment de Dangote est l'un des ciments les plus chers du Nigeria. Les prix oscillent entre 6200 soit 2343,71 francs et 9500 soit 3591,18 francs par sac de 50 kg en fonction de la localisation. Pour ce qui est du ciment importé, les prix se situent également dans une fourchette de 6 000 à 8 500 naira par sac de 50 kg, c'est-à-dire en dessous des prix de ceux du groupe Dangote, ce qui représente une somme considérable pour le citoyen lambda. C'est pourquoi les Nigériens te posent d'ailleurs la question, pourquoi est-ce que Dangote ne baisse pas d'abord les prix du ciment? Raison pour laquelle plusieurs peinent en fait à lui donner du crédit quant à ses ambitions. Alors je sais qu'il y a des analystes qui disent que le Dangote Cement est reconnu pour sa forte qualité, que la production de ce ciment est un processus énergivore et coûteux, donc sa raffinerie va permettre déjà de combler ces dépenses énergétiques-là. Et le ciment Dangote veut garder encore une réputation solide et bénéficier ainsi de la forte confiance des consommateurs. Alors, je ne suis pas personnellement un expert dans le ciment, mais j'aimerais laisser le consommateur juger lui-même. Et pour certains, tout simplement, il faut acheter du Dangote parce que c'est africain, ça permet de dynamiser l'économie et comme ça, de donner aussi le travail local aux Africains et mettre comme ça l'Afrique devant. Sauf que dans le cas du pétrole, c'est du business et beaucoup d'autres milliardaires nigériens sont impliqués dans cela. Donc, il est difficile donc de conclure de manière simpliste que ce qui paraît logique peut s'appliquer tout simplement. Il s'agit donc principalement d'un problème de monopole. Pour comprendre ça de plus près, on va étudier ensemble, on va voir ensemble l'histoire du premier milliardaire de l'histoire moderne, qui est une histoire qui va un peu mieux nous expliquer pour qu'on comprenne un peu les enjeux. Alors, John Davidson Rockefeller est né le 8 juin 1939 à Richford dans l'État de New York. Il est né, il a grandi dans une famille aux ressources limitées. Son père était un marchand itinérant avec une réputation sulfureuse de bandit.
souvent impliquée dans les escroqueries et menant un mode de vie nomade. Alors, la mère de Rockefeller, c'est une femme pieuse qui les amène souvent à l'église et qui est une femme très économe. Alors, dès son plus jeune âge maintenant, Rockefeller montre un talent précoce pour les affaires. À seulement 12 ans déjà, il économisait de l'argent en élevant des dindes et en vendant des petits articles comme des bonbons faits maison. À 16 ans, il décroche son premier emploi significatif en tant qu'assistant comptable chez Hewitt Tuttle, une entreprise de négociation à Cleveland, dans l'Ohio. Un poste qui va marquer le début de sa carrière dans le commerce et la finance. En 1859, quand il a 20 ans, il s'associe avec Maurice B. Clark, un homme d'affaires qui, comme lui, voyait le potentiel énorme des commerces de produits alimentaires. Et ensemble, donc, ils forment la Clark and Rockefeller, une entreprise spécialisée dans la vente de produits agricoles, et leur entreprise commence à prospérer petit à petit et très rapidement grâce également à la gestion prudente et aux stratégies de diversification de produits. Mais cependant, Rockefeller, c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût de nouvelles opportunités et voit dans le secteur pétrolier émergent une perspective de croissance bien plus importante que ce dans quoi il faisait déjà. Alors, en Pennsylvanie, donc en 1859, il découvre un vaste gisement de pétrole, ce qui marque le début de la ruée vers le pétrole aux États-Unis. Il comprend immédiatement le potentiel de cette nouvelle source, non seulement comme source d'énergie, mais aussi comme une matière première pour une gamme de produits dérivés. Alors, en 1863, Rockefeller et Clark s'associent avec Samuel Andrew, un chimiste britannique qui avait développé une méthode efficace pour raffiner le pétrole brut à l'époque en kérosène, un produit extrêmement demandé, notamment pour l'éclairage. Leur entreprise donc va rapidement prospérer grâce à une gestion encore là efficace et à les innovations qui vont voir petit à petit comme ça le jour. Donc Rockefeller, lui, se montre particulièrement doué à optimiser les processus, à réduire les coûts, à augmenter les marges bénéficiaires. Mais cependant, il y a beaucoup de tensions entre lui et ses partenaires parce qu'il trouve Rockefeller tout simplement beaucoup trop ambitieux, parce que c'est quelqu'un qui voit trop dans le long terme. Il veut tout le temps les pousser à investir, à développer, à grandir, etc. Donc, en 1965, il y a des tensions qui atteignent leur paroxysme. Rockefeller propose donc de racheter les parts de ses partenaires pour un montant substantiel. Une offre que Maurice, son partenaire, accepte d'ailleurs. Il est convaincu que Rockefeller prend trop de risques de manière surtout excessive, et donc Rockefeller va finalement prendre le contrôle de la raffinerie, et en 1870, il fonde la Standard Oil Company. Alors Rockefeller a clairement pour objectif comme ça de contrôler l'ensemble du marché pétrolier américain, et pour ce faire, il adopte donc des stratégies d'intégration verticale qui consistent à contrôler chaque étape de chaîne de production, de l'extraction du pétrole brut à sa distribution finale. Cette stratégie lui permet de réduire les coûts, d'optimiser les opérations et d'éliminer les intermédiaires en augmentant ainsi les marges bénéficiaires de son entreprise. Ensuite, Rockefeller va essayer d'avoir le monopole petit à petit. Il va commencer donc à négocier les tarifs préférentiels avec les compagnies ferroviaires qui faisaient voyager le pétrole. Il obtient donc des rabais par rapport au transport de ses produits, les accords qui vont lui permettre encore là de baisser le prix de son pétrole sur le marché. Il le vend moins cher que les autres concurrents, parce que de toutes les façons, qui va vouloir acheter à 10 euros, ce qu'il peut acheter à 5 euros au même prix. Ensuite, il utilise ses économies et ses prêts bancaires pour racheter les compagnies concurrentes, souvent à des prix inférieurs à leur valeur marchande. Alors, il procède d'une manière assez simple. Il te montre ses chiffres, tu constates que, voilà, il gagne plus que toi, il fait beaucoup plus de marge que toi. Donc, il te propose que soit tu vends, soit tu lui vends ton business, soit il va ouvrir à côté de toi, voilà, un fournisseur, et il va baisser le prix de telle sorte que voilà, tu ne peux pas vendre ton produit, tout simplement. Donc, soit tu choisis de lui vendre ton entreprise, soit voilà, tu vas faire faillite parce que tu ne peux pas concurrencer ces prix qui sont extrêmement faibles. Donc, il force comme ça la main, voilà, aux concurrents, et ils sont obligés de vendre leurs entreprises à des prix souvent très faible que leur réelle valeur. Et cela donc va donc permettre à son entreprise, la Standard Oil, de gagner la confiance des consommateurs et de garantir une livraison régulière et fiable des produits pétroliers. En plus de se concentrer sur le pétrole et le kérosène, il diversifie
ses activités dans d'autres domaines. La Standard Oil va donc gagner la confiance des consommateurs et garantir une livraison régulière et fiable des produits pétroliers. Et en plus de se concentrer sur le pétrole, il va également diversifier vers d'autres activités et d'autres domaines tels que la production des sous-produits pétroliers et développer également de nouvelles technologies pour le raffinage. Donc, ce qui va se passer, c'est que en 1972, Rockefeller a acheté 22 des 26 raffineries concurrentes du Cleveland et il contrôle donc désormais plus de 90% des capacités de raffinage du pétrole des États-Unis. Alors certes, il y a des avantages à avoir autant de monopoles, mais cela signifie tout simplement que ça ne sert plus à rien d'entreprendre. Le pays va désormais marcher à ton rythme parce que tu as le monopole, donc bye bye l'innovation. Heureusement, dans le cas de Rockefeller, les consommateurs bénéficiaient d'un carburant moins cher et de meilleure qualité avec une distribution régulière qui est bien sûr un point positif dans le monopole. Donc, le contrôle de la Standard Oil sur le marché a permis à Rockefeller d'imposer des conditions aux fournisseurs et aux distributeurs, parfois même au détriment de l'équité économique. Les raffineries indépendantes et les petits producteurs étaient incapables de rivaliser avec les prix de la Standard Oil, ce qui a donc conduit à la concentration excessive du pouvoir économique entre les mains de Rockefeller. Heureusement qu'en 1890, le Congrès américain adopte la loi antitrust visant à interdire les trusts et les monopoles, ce qui restreignait selon eux le commerce. Bien que Rockefeller a tenté de contourner les lois, notamment en fragmentant la Standard Oil en plusieurs entités juridiques distinctes, mais les autorités fédérales vont finir par prendre des mesures décisive et en 1911, après des années de bataille juridique, la Cour suprême des États-Unis va ordonner la dissolution de la Standard Oil en 34 sociétés indépendantes et cette décision va donc marquer la fin du monopole tout simplement de Rockefeller. Mais ironiquement, elle a augmenté cependant sa richesse parce qu'il possédait notamment des actions dans chacune des diverses entreprises. Dans l'histoire de Rockefeller et la Standard Oil rappelle l'importance cruciale de maintenir une forme de concurrence dans l'économie de marché et un monopole, même s'il peut apporter des avantages, mais ces avantages seront toujours temporaires. Dans le long terme, ça ne marche pas. Et en termes de coût et de stabilité, on finit souvent également par nuire à l'innovation et à la justice économique, donc par là même à l'intérêt des consommateurs. Parce que tout simplement, c'est la concurrence qui stimule la créativité et améliore la qualité des produits, des services et empêche l'abus de pouvoir, notamment le pouvoir économique. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, mais laissez-moi votre avis en commentaire. Peut-être Aliko Dangote a déjà fait bien plus pour l'Afrique que les autres milliardaires du continent, donc il faudrait le laisser route libre pour tenir le monopole de ce secteur-là. En tout cas, j'aimerais savoir ce que vous pensez. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire de cette vidéo. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.